Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au Big Data et à MongoDB. Cette vidéo est le début d'un cycle de vidéos qu'il y aura sur MongoDB. Et donc, toutes ces vidéos sont visibles sur les sites de partage qui sont indiqués à l'écran. Alors, pourquoi MongoDB? On va d'abord reprendre les grands concepts de MongoDB. On verra ensuite une reprise sur le triangle CAP, hein, ou appelé aussi théorème de Cap, etc. On verra l'écosystème entre Hadoop et MongoDB. J'ai découvert MongoDB en m'intéressant à Hadoop. Et après on installera MongoDB, on fera quelques manipulations. Alors MongoDB, les trois idées MongoDB, c'est ce qu'on appelle une base de données NoSQL, donc Not Only SQL. Il y a trois types en fait on va dire trois familles de bases de données actuellement. Il y a les bases de données SQL ou relationnelles, donc Postgres, MySQL, Oracle. Il y a eu ensuite les Not Only SQL avec une famille de bases de données sans schéma. Une base de données rationnelle repose sur un système de formes normales, qui permettent d'assurer une évolution de la base. Not Only SQL, il n'y a pas de schéma. Et après les Not Only SQL, il y a le mouvement de réaction qui s'appelle les New SQL. Donc c'est Postgres et MySQL ou Oracle qui proposent aussi d'intégrer ces notions-là. Euh, MongoDB, c'est une base de NoSQL orientée stockage de documents. Le mot document, il faut le prendre au sens large. Vous avez ici un exemple de document. Donc c'est par exemple des clés valeurs, c'est des entiers, c'est des chaînes de caractères, ça s'appelle des tableaux. L'idée c'est que vous avez un seul document concernant euh, ce que vous voulez stocker, et à l'intérieur ce document là va inclure d'autres sous-documents. Le format de stockage de MongoDB, c'est de Bison, c'est du binary JSON. Alors le JSON, c'est en fait le langage interne du JavaScript, hein. C'est comme ça qu'il stocke ces informations. Et c'est un format très répandu et qui est directement, disons, parsable par la plupart des langages. Le JSON, je dirais, un peu ce qu'était le XML dans la technologie J2E. Le JSON, c'est le langage maintenant qu'on trouve dans pratiquement tous les gros sites et tous les gros composants qui ont besoin d'avoir de la concision et qui sont directement affichables. Alors, MongoDB, dans la famille des bases de données, ça se situe donc ici, hein, base de données orientée documents. C'est à la fois aussi une base de données clé-valeur. Euh, c'est pas forcément, il n'appartient pas à la famille des grosses tables, des big data, hein, comme pourrait l'être HBase. Euh, Là, vous avez ici, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le New SQL. Ah, là, vous avez les bases de données relationnelles. Alors, la différence entre MongoDB et CoachDB, c'est que CoachDB, lui, c'est une base de données avec une API REST. Donc, vous attaquez CoachDB avec un client, je dirais, de type navigateur, hein. Et CouchDB permet d'encapsuler par exemple du HTML ou des morceaux de restitution directement, nativement. Donc vous n'avez plus besoin de serveur web pour faire une application avec CouchDB. C'est CouchDB qui va à la fois fournir les données et le serveur web et la partie habillage. En MongoDB, vous avez donc un client dédié MongoDB. Vous avez donc des drivers pour MongoDB dans les principaux langages. Donc Node.js et ici Ruby. Quelles sont les compagnies qui utilisent donc MongoDB? Vous avez tout ça, mais bon, je dirais la plupart des sites de réseaux sociaux utilisent d'une manière ou d'une autre MongoDB. J'ai repris ici le théorème de Cap qui dit qu'on ne peut pas avoir à la fois de la consistance. J'écris j'écris dans une table et tous les autres entités verront cette mise à jour instantanément. Vous avez la terme de Vous avez aussi le principe de disponibilité.
lorsque la base de données est disponible sur le réseau par tout le monde, et le partitionnement, donc une base de données n'est pas vue comme quelque chose un seul bloc, elle peut être partagée, hein. Par exemple, un DNS, vous avez des responsables de zone, ça reprend un peu cette idée-là. Et ce que dit ce théorème, c'est qu'on ne peut pas avoir les trois en même temps. Donc c'est chaque fois un compromis. Alors, MongoDB essaye de se rapprocher à ça, c'est le Graal en fait, hein. Se rapprocher le plus possible de ça en fournissant des solutions originales pour répondre à ça. Alors comment je suis arrivé à m'intéresser à MongoDB? C'est lorsque j'ai participé à une journée sur Hadoop. Euh, on a parlé beaucoup d'Hadoop, mais beaucoup aussi de MongoDB. Et ça m'a interpellé. Et je pensais que c'était une autre base de données comme, comme Riak, comme Redis. En fait, MongoDB offre quelque chose d'assez original. D'abord, c'est complémentaire à Hadoop. Lorsqu'on fait de Hadoop, on va faire quelque part du MongoDB. MongoDB, en fait, c'est vu comme ce qu'on appelle un data mart par rapport à un data warehouse. L'idée, c'est que Hadoop vous permet de stocker des informations, de stocker de manière importante, à des très gros volumes. Mais après, le problème d'Hadoop, c'est la restitution. En fait, Hadoop n'offre pas de moyens natifs de restituer facilement les données. Donc l'idée, c'est qu'on stocke tout dans Hadoop et qu'après, on va faire des restitutions à partir d'exports faits à partir de MongoDB. L'autre complémentarité, c'est de dire MongoDB, c'est euh, un petit big data, et si on veut faire des opérations de MapReduce, qui sont en fait le modèle en fait de traitement d'Hadoop, hein, on va utiliser plutôt la puissance d'un JVM d'Hadoop et la distribution que propose Hadoop. Donc l'idée, il y a deux facettes. Première facette, Hadoop se déverse dans MongoDB, ça c'est un cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est d'avoir des données stockées dans MongoDB qui sont partagées et utiliser Hadoop comme moteur d'exécution du traitement. Et cette complémentarité, c'est vraiment exceptionnel en fait. C'est vraiment une symbiose. Alors les livres pour commencer avec MongoDB, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle le guide définitif de MongoDB qui reprend vraiment tout ce qu'il y a besoin de savoir. Et l'autre livre que je conseille, hein, c'est MongoDB en action qui lui est beaucoup plus propose beaucoup plus d'exemples, hein. Les deux sont intéressants. On va maintenant procéder à l'installation. Alors sur le site de MongoDB, on va trouver donc les binaires en fonction de la cible qu'on veut. Et après, on manipulera les deux principaux binaires. Sur MongoD, c'est le serveur MongoDB, hein. Et Mongo, c'est le client, c'est un shell en fait qui permet de faire des essais, de travailler avec MongoD. Sur le site de mongodb.org se trouve toute la documentation et tous les binaires et tous les drivers. Donc pour récupérer euh, une version de MongoDB pour votre cible, donc vous allez sur ce lien là et là vous pouvez choisir disons en fonction de votre installation. Il est recommandé d'utiliser une version 64 bits, ça permet d'avoir des bases beaucoup plus grandes. Donc vous avez aussi une version pour Windows. Ici sur ce lien là MongoDoc, vous avez toute la doc de MongoDB, hein, qui est pas mal faite avec des exemples et des choses comme ça. Donc l'idée c'est d'aller télécharger les binaires et c'est en fait sous forme d'archive et et de décompacter l'archive sur votre machine. Une fois que vous aurez décompacté l'archive, vous allez avoir un répertoire MongoDB qui va contenir à la fois les binaires et les répertoires pour vos bases qui ressemblent à ça en fait. Donc ici, vous avez toute une série de fichiers qui l'utilisent. Au niveau des binaires, vous avez deux points importants. C'est le service MongoD, qui est le démon de MongoDB. C'est lui qui va être le
serveur de la base, et le shell Mongo qui permet de travailler sur la détection de base et de lancer des opérations. Vous avez ensuite des utilitaires qui servent soit à réparer des bases, soit à exporter, soit à avoir des statistiques, des choses comme ça. Donc c'est MongoD qu'il faudra lancer. Alors si on est dans le répertoire d'installation des binaires de MongoDB, on va lancer le démon MongoD. Et là, il va vous dire ici une erreur, il ne trouve pas son répertoire où il stocke normalement ses bases. En fait, ce qu'il faut faire, c'est lui indiquer, par cette option, donc dbfpath, on lui indique où se situe, où on veut stocker les bases. Donc là, MongoD tourne, et il écoute sur le port donc 27017, et il a aussi lancé une deuxième écoute sur le port 28, donc plus 1000 017, pour une interface web qui permet de voir un petit peu ce qui se passe sur le démon. Maintenant, si j'ouvre un deuxième terminal, je peux me lancer le shell, donc Mongo. Voilà, et là je suis connecté à la base de test. Donc DB me permet de connaître sur quelle base je suis connecté. Donc on peut faire use la base sur laquelle on veut travailler. Donc je crois que show dbs montre en fait toutes les bases qu'on pourrait avoir. Pour sortir du shell, on fait exit. Donc en fait, l'avantage de ce client là, c'est qu'il permet de tester en fait tout ce qu'on pourrait faire, et après de reprendre ça dans l'API, et ça permet de faire des tests. Si vous voulez passer sur un travail régulier avec MongoDB, il faudra créer MongoDB sous forme d'un service que vous avez lancé depuis votre machine, et non pas le lancer à chaque fois à la main en indiquant tous les paramètres. Donc pour ça, j'ai récupéré un script qu'on va mettre dans le répertoire init.d. Donc dans ce script là, on va aller chercher un fichier de configuration, et après ce script va vous permettre de faire des stops et des starts sur le serveur Mongo. Alors ça va faire comme ça pour le lancer, service start. Donc là on va le démarrer. Voilà, start. Voilà, donc il teste ici le service tourne ou non, et on peut l'arrêter de la même manière. Donc, voilà. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose de propre et d'automatisé. Sur mon blog, vous trouverez le contenu de ce fichier d'arrêt de démarrage. Donc voilà, donc maintenant vous avez à disposition votre serveur, vous avez le script de démarrage. Donc dans les prochaines vidéos, on commencera à créer des bases, des collections, et on travaillera avec MongoDB. Alors ce qui m'a intéressé à MongoDB, c'est que ça permet de faire vraiment des applications web encore plus rapides que ce qu'on pourrait faire habituellement. Ça va plus loin qu'une base de données clé-valeur comme Redis. C'est beaucoup plus simple à manipuler qu'une base de données comme Cassandra ou comme Riak. Et vraiment, ça permet de faire un traitement et d'agréger des données de manière très très simple. Voilà, à bientôt.